Télé 50, simplement congolais. Le rapport annuel de la CENI pour 2025-2026 révèle que la préparation du prochain scrutin électoral est entravée par des contraintes financières et sécuritaires lourdes. Parmi les problèmes cités, on note l'incendie en novembre 2025 ayant détruit des matériels essentiels et aussi un budget financé à moins de 50%. La situation de l'armée loyaliste sur le terrain ainsi que celle de la sécurité intérieure du pays ont fait l'objet d'une série d'auditions jugées cruciales par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement ont rendu compte. Et puis interrogé sur des informations faisant état d'un projet de son administration visant à transférer 1100 ressortissants afghans à RDC, le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il lui faudrait vérifier l'exactitude de ces informations. Et puis en culture, cela fait 10 ans jour pour jour depuis la disparition du roi de la rumba congolaise Papa Wemba au festival d'Anoumabo en Côte d'Ivoire en 2016. Ce 24 avril 2026, les Congolais rendent hommage à celui qui a pu porter haut l'étendard de la musique congolaise. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est attendu lundi prochain devant l'Assemblée nationale. Il doit répondre à une question de défiance, à une motion de défiance initiée par plusieurs députés qui dénoncent sa gestion des questions sécuritaires. Une audition décisive aux enjeux politiques majeurs. La scène politique congolaise s'apprête à vivre un moment clé. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est attendu ce lundi 27 avril devant les députés nationaux pour répondre à une motion de défiance initiée contre lui par les députés nationaux Ladi Angotikala. Une audition très attendue, à la fois par les élus et par une opinion publique attentive à la gestion des affaires sécuritaires et administratives du pays. Au cœur de cette démarche parlementaire, plusieurs griefs portés par les initiateurs de la motion. Il lui reprocherait notamment au VPM une gestion jugée insuffisante de certaines crises sécuritaires persistantes ainsi que des décisions administratives controversées. Pour les députés signataires, il s'agit d'exiger des explications claires et de situer les responsabilités dans un contexte marqué par de fortes attentes en matière de gouvernance. Face à ces accusations, Jacquemain Chabani devra convaincre. L'exercice de l'audition constitue une étape cruciale. Il lui offrira l'occasion de défendre son bilan, d'éclairer les zones d'ombre soulevées par les élus et surtout de tenter de désamorcer une dynamique politique qui pourrait lui être défavorable. Au-delà de la personne du ministre, cette motion de défiance met en lumière les rôles de contrôle de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement des institutions. Elle illustre également les tensions internes qui peuvent exister au sein de la majorité parlementaire dans un contexte où la redevabilité des membres du gouvernement devient une exigence de plus en plus forte. L'issue de cette audition pourrait avoir des conséquences politiques significatives si la motion venait à être adoptée. Elle ouvrirait la voie à une éventuelle déchéance du VPM de ses fonctions, renforçant ainsi le pouvoir de contrôle du Parlement. Dans les cas contraires, un rejet de la motion pourrait consolider la position de Jacquemain Chabani tout en reconfigurant les rapports de force entre les différents acteurs politiques. Quoi qu'il en soit, cette séquence parlementaire s'annonce comme un véritable test de crédibilité, tant pour le ministre concerné que pour les institutions chargées de garantir l'équilibre démocratique.
Restons toujours à l'Assemblée nationale où la situation de l'armée loyaliste sur le terrain ainsi que celle de la sécurité intérieure du pays ont fait l'objet d'une série d'auditions jugées cruciales par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement ont rendu compte, notamment le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. À l'issue des travaux, le rapport des auditions a été justement remis au président de cette chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara. La commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Mikindo, a achevé une série d'auditions jugées cruciales portant sur des questions hautement sensibles liées à la défense du territoire et à la sécurité nationale. En raison du caractère confidentiel des informations traitées, le bureau de la commission a procédé jeudi à la remise solennelle de son rapport entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Fruit d'un travail rigoureux, ce rapport constitue un outil stratégique de premier plan. Ces auditions ont concerné principalement les membres qui rentrent dans le cadre du champ de la défense et sécurité. Je vois les VPM de la défense, CELI de l'intérieur, le ministère des Finances, parce que c'est le ministre des Finances qui ordonne le décaissement de fonds et concerne les opérations militaires. Et donc il était question pour nous de nous rassurer que les opérations militaires sont suffisamment financées, mais aussi le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique pour s'enquérir de la situation relative à la filiation des éléments de FRDC et de la PNC à la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que nous veillons aussi à la sécurité sociale ou à la situation des militaires, du budget, parce que la chaîne des dépenses est constituée du budget du ministre des Finances et du gouverneur de la banque, même si on n'a pas tenu compte de ce dernier, du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Mines en ce qui concerne la question relative à la sécurité des sites miniers. C'est un outil important qui va servir des bases pour l'analyse des questions de sécurité et de défense sur l'ensemble des territoires. Ça peut justement permettre aux collègues d'avoir un jugement objectif sur ces questions essentielles de la vie nationale. Il servira de base d'analyse pour les questions de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, tout en permettant aux élus de porter un jugement éclairé et objectif sur ces enjeux fondamentaux pour la stabilité et la souveraineté de la République. Et puis en bref, la République démocratique du Congo et le Rwanda poursuivent la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé en juin 2025 sous la médiation des États-Unis. Réunis pour la 5e session du comité conjoint de surveillance, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les progrès déjà enregistrés dans le cadre de ce processus. Cette nouvelle étape diplomatique est donc jugée cruciale pour la stabilisation de l'Est de la RDC où la situation sécuritaire reste encore préoccupante malgré les efforts engagés. Et puis interrogé sur des informations faisant état d'un projet de son administration visant à transférer 1100 ressortissants afghans en RDC, le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il lui faudrait vérifier l'exactitude de ces informations. Commentaire. Le président américain Donald Trump a éludé lors d'une prise de parole publique une question relative à un éventuel transfert des ressortissants afghans en République démocratique du Congo dans le cadre d'un accord migratoire entre les deux pays. Interrogé par la presse américaine, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a indiqué ne pas disposer d'informations à ce sujet. Est-il vrai que votre administration envisage d'envoyer 1100 Afghans en République démocratique du Congo? Je ne sais pas, je devrais vérifier. Ces derniers jours, plusieurs médias américains ont affirmé que l'administration Trump envisage de transférer jusqu'à 1100 Afghans vers la République démocratique du Congo. Actuellement bloqués au camp d'As Saïliha, à Doha, au Qatar, ces ressortissants sont parmi les principaux alliés des États-Unis pendant la guerre en Afghanistan. Bien que le président américain ait choisi de ne pas répondre directement, les personnes concernées ont clairement exprimé leur refus d'être envoyées en République démocratique du Congo. En République démocratique
du Congo, ce partenariat divise la classe politique, l'opposition dénonce une obstination du gouvernement tandis que le pays fait face à sa propre crise humanitaire marquée par plusieurs millions de déplacés internes. De son côté, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a affirmé que la RDC rend service aux États-Unis. Pour l'heure, un premier groupe des migrants expulsés des États-Unis est déjà arrivé à Kinshasa, hébergé à plus de 20 km du centre-ville. Ils sont originaires des pays d'Amérique latine, dont la Colombie, le Pérou et l'Équateur. En bref, le rapport annuel de la CENI pour 2025-2026 révèle que la préparation du prochain cycle électoral est entravée par des contraintes financières et sécuritaires. Parmi les problèmes cités, on note l'incendie en novembre 2025 ayant détruit des matériels essentiels, un budget financé à moins de 50%, des vols et des pillages dans 18 provinces, ainsi qu'une situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, a indiqué le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. En République démocratique du Congo, la problématique des réformes constitutionnelles est au cœur d'une réunion des chefs des confessions religieuses à Kinshasa sous la présidence de l'archevêque président Évariste Ejibaya Mampia. Les chefs des confessions religieuses appellent la classe politique à se surpasser pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Cette rencontre a permis aux princes de l'Église d'approfondir les réflexions autour des réformes constitutionnelles à venir. S'exprimant au nom de ses pairs, l'archevêque a exhorté la classe politique à privilégier un débat constructif autour de cette question. Nous avons échangé, réfléchi autour des réformes constitutionnelles. Spécialement, nous avons parlé du changement de la Constitution. Et à ces propos, nous avons dit que nous allons également nous tourner vers nos jeunes, les femmes, et nous avons eu une réunion ce samedi à 10h à Limete. Soulignant la légalité du changement de la Constitution prévu par les textes eux-mêmes, Ejibaya Mampia Évariste a estimé que la question autour du changement de la Constitution ne devrait pas être un tabou. Nous attirons l'attention de tous que c'est seulement la Bible qui n'est pas sujet au changement. Mais la Constitution, la nôtre, elle-même a prévu les mécanismes comment on peut la changer. Et c'est pourquoi, si elle a prévu le changement, et nous ne pouvons que faire ce que dit la Constitution. Donc le changement de la Constitution est constitutionnel. Et dans le cadre de réflexions approfondies amorcées, l'archevêque Évariste Ejibaya Mampia a annoncé une rencontre avec les jeunes représentants de toutes les confessions religieuses de la RDC ce samedi 25 avril 2026 à Limete. L'objectif étant d'édifier la jeunesse congolaise sur cette préoccupation afin de sensibiliser cette dernière autour des avantages des réformes constitutionnelles au pays. Et puis à Gand, l'inauguration du parc Patrice Emery Lumumba à Nugent marque un moment fort pour la République démocratique du Congo et sa diaspora. Bien plus qu'un symbole, cet acte consacre une reconnaissance historique et solide de la contribution congolaise au sein de la société belge. La ville d'Eguéan a franchi une étape symbolique majeure en inaugurant un parc baptisé en hommage à Patrice Lumumba, figure emblématique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une cérémonie à laquelle les représentants congolais ont pris part, affirmant avoir dignement représenté la RDC lors de cet événement historique. Pour les peuples congolais, tant sur les territoires nationaux qu'au sein de la diaspora, cette initiative dépasse largement le cadre symbolique. Elle est perçue comme une reconnaissance à plusieurs niveaux. Reconnaissance d'une histoire commune, souvent douloureuse, entre la Belgique et les Congo, mais aussi reconnaissance de la présence active et de la contribution de la communauté congolaise, dont la société belge. Pour le peuple congolais en général et sa diaspora en particulier, ces gestes est bien plus qu'un symbole. Il est une reconnaissance de notre histoire commune avec la Belgique, mais aussi de notre présence, de notre contribution et de notre place dans cette société. Au-delà de l'hommage rendu à l'ancien premier ministre congolais, cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large des rélectures du passé colonial.
En ce sens, Gand se positionne comme une pionnière en Flandre, étant considérée comme la première ville flamande à s'engager de manière assumée dans une approche décoloniale. Par cet acte, vous contribuez concrètement à un processus essentiel de décolonisation de l'espace du public et ouvrez la voie à une société plus juste et représentative de la diversité. Cette inauguration envoie ainsi un signal fort, celui d'une volonté de construire un avenir commun, fondé sur la mémoire, la reconnaissance et le respect mutuel. Une initiative saluée comme louable et résolument tournée vers l'avenir par plusieurs observateurs et membres de la diaspora congolaise. Ouverture à Kinshasa ce jeudi de la 44e conférence du district 9150 du Rotary International. Les délégués venus des 10 pays vont pendant 3 jours pousser des réflexions sur les nouveaux défis à relever et en fait de la lutte contre la poliomyélite son cheval de bataille. Le Rotary International veut continuer à soulager les différents maux qui rongent l'humanité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'était fait représenter à cette grande cérémonie d'ouverture. C'est le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, qui a ouvert, au nom du président de la République, les travaux de la 44e conférence du district 91-50, regroupant les Rotariens et Rotaraciens venus des 10 pays et en présence du représentant du président du Rotary International. Ayant pour thème « Servir d'abord, unis pour faire les biens », cette conférence est une invitation à réfléchir ensemble sur l'impact des Rotary, à célébrer les nombreuses réalisations, mais surtout renouveler l'engagement envers les valeurs qui rassemblent ses membres, a dit Chantal Kanimbo, présidente du comité d'organisation. Pour Claude Cheroubala, gouverneur du district 91-50, cette conférence n'est pas un simple rendez-vous statutaire, mais un point de bascule. Nos communautés nous regardent. Si nous choisissons de travailler ensemble, avec détermination, avec courage, avec cœur, il n'y a aucun obstacle que nous ne pouvons surmonter. Aucun rêve trop grand, aucune vie trop petite pour être transformée. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, je vous invite à agir avec audace, avec courage, pour inspirer ceux qui nous entourent, car dit-on, lorsque les hommes et les femmes se lèvent avec courage, l'impossible recule. Le Rotary International a toujours été à la rescousse de l'humanité. La lutte acharnée contre la poliomyélite est l'un des exemples. Avant d'ouvrir officiellement ses assises, le ministre Roger Kamba s'est dit content d'être parmi les Rotariens car il lutte pour que les humains se comportent en frères. La 44e conférence du district 91-50 va se clôturer ce samedi 25 avril 2026. Dans le monde, l'Union européenne a débloqué une aide majeure en faveur de l'Ukraine. Réunis à Chypre, les dirigeants européens ont approuvé un prêt de 90 milliards d'euros après la levée du veto hongrois. Objectif, soutenir l'économie ukrainienne en pleine guerre. L'Union européenne a donné son feu vert jeudi 23 avril 2026 à un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine à l'issue d'un sommet organisé en Chypre. Cette décision intervient après la levée du veto de la Hongrie qui empêchait jusque-là l'adoption de cette aide. Les financements visent à soutenir les finances publiques ukrainiennes et l'effort de guerre pour la période 2026-2027 avec la possibilité d'un endossement aux avoirs russes gelés. Après plusieurs semaines de blocage et d'intenses discussions, les dirigeants sont parvenus à un compromis. Réunis dans un format informel, ils ont validé ce soutien financier jugé crucial pour Kiev, confronté aux conséquences économiques persistantes du conflit. L'aide devrait notamment contribuer au maintien des services publics, à la stabilité budgétaire et à la reconstruction des infrastructures endommagées. Présent au sommet, le président Volodymyr Zelensky a salué une avancée significative tout en appelant les Européens à franchir une nouvelle étape. Il a réitéré sa demande d'une adhésion pleine et entière de son pays à l'Union européenne. Si cette perspective est soutenue par plusieurs États membres, elle suscite encore des réserves chez d'autres qui insistent sur la nécessité des réformes préalables et sur les enjeux liés à un éventuel élargissement
du bloc. Par ailleurs, les discussions doivent se poursuivre ce vendredi autour de la situation au Moyen-Orient, autre priorité inscrite à l'agenda du sommet. Et puis en culture, pour terminer, je l'ai dit au sommaire, cela fait 10 ans jour pour jour depuis la disparition du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, au festival d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. C'était en 2016, ce 24 avril 2026. Les Congolais rendent hommage à celui qui a su porter haut la musique congolaise. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça. Né Jules Chungu Wemba Dio Penekikumba à Lubefou, en République démocratique du Congo, Papa Wemba s'est imposé comme l'une des figures majeures de la rumba moderne. Après ses débuts dans les formations locales, il rejoint la scène quinoise et participe en 1974 à la création du mythique Zaiko Langalanga avant de fonder quelques années plus tard Viva la Musica, véritable école artistique ayant formé plusieurs générations de musiciens. Artiste innovateur, il a su moderniser la rumba congolaise en y intégrant des sonorités contemporaines tout en préservant son local à Matongé. Ces espaces accueillent expositions, concerts et activités culturelles retraçant son parcours et son influence. Et à Abidjan, dans la commune de Marcory, une journée commémorative est organisée dans le cadre du FEMUA avec une messe à la paroisse Saint-Pierre, des dépôts de gerbes de fleurs à la place Papa Wemba, ainsi que des prestations d'orchestre de rumba et des hommages rendus par les sapeurs. Par ailleurs, le 24 avril, décrété journée africaine de la musique en hommage à Papa Wemba, reste encore insuffisamment valorisée. Malgré sa portée symbolique, cette journée ne bénéficie pas d'une célébration à la hauteur de son héritage en raison d'une implication jugée limitée des autorités culturelles et du gouvernement provincial de Kinshasa. 10 ans après sa disparition, Papa Wemba demeure une référence incontournable. Son œuvre, son style et son influence continuent de transcender les frontières et les générations. On va prendre les rappels des titres à présent. Le rapport annuel de la CENI pour 2025-2026 révèle que la préparation du prochain cycle électoral est entravée par des contraintes financières et sécuritaires. Parmi les problèmes cités, on note l'incendie en novembre 2025 ayant détruit des matériels essentiels et aussi un budget financé à moins de 50%. La situation de l'armée loyaliste sur le terrain ainsi que celle de la sécurité intérieure du pays ont fait l'objet d'une série d'auditions jugées cruciales par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement ont rendu compte. Et puis interrogé sur des informations faisant état d'un projet de son administration visant à transférer 1100 ressortissants afghans en RDC, le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il lui faudrait vérifier l'exactitude de ces informations. Et puis en culture, cela fait 10 ans jour pour jour depuis la disparition du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, au festival d'Anoumabo en 2016 en Côte d'Ivoire. Ce 24 avril 2026, les Congolais rendent hommage à celui qui a pu porter haut l'étendard de la musique congolaise. Place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse sur Télé 50 et c'est avec Nathan Diamoité que j'accueille sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. À la une, motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani. Les élus s'en chargent
désormais. Exactement, Christian Kalonji. Ça y est, finalement, l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour, selon 27 avril, la motion de défiance contre le VPAM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. C'est ce qu'a décidé justement la conférence de présidents de la Chambre basse du Parlement, rapporte le journal Le Phare, qui fait savoir qu'en cas d'adoption par la majorité des députés réunis en plénière, un débat sera ouvert sur la avec possibilité d'aboutir donc au vote afin de déterminer le sort du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, la suite ou le sort réservé à cette démarche parlementaire relevant du contrôle de l'action gouvernementale sera donc connu ce lundi. Le journal Congo Nouveau, dans son portail, révèle qu'un membre du bureau confirme que le choix de passer en plénière a été fait malgré les résistances confiées à notre confrère journaliste Stanis Boujakera. Il dit, je cite, « Même s'il y a beaucoup de blocages, nous avons voulu que la plénière se prononce ». Fin de citation pour la direction de l'Assemblée. Il s'agit de laisser donc les élus trancher eux-mêmes sur l'avenir du patron de la territoriale de la RDC, Christian Kalonji, Jacquemain Chabani, le bouc émissaire désigné, c'est les titres que pointe la une du journal exclusif RDC qui évoque dans ses colonnes intérieures, si dans une démocratie, le contrôle de l'action gouvernementale par les élus du peuple constitue un exercice légitime, celui-ci exige d'être orienté avec pertinence, se basant exactement sur une lecture globale de réalité. Or, à y regarder de près, cette initiative parlementaire semble viser un maillon visible de ces actions, bien que potentiel, témoignant d'une volonté d'apporter des réponses immédiates aux préoccupations sécuritaires des citoyens. Info 27, pour sa part, souligne du côté de soutien du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, l'accent est mis sur les tensions internes à la majorité. Plusieurs voix évoque d'ailleurs des manœuvres impliquant certains cadres influents de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, principal parti de la majorité présidentielle. Ce journal estime, Christian Kalonji, que ces dynamiques internes mettent en lumière des lignes de fractures au sein de l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi. Et pour boucler la boucle, 10 ans de Papa Wemba, la RDC célèbre l'icône de la rumba congolaise. Exactement, Christian Kalonji, je l'avais dit tout à l'heure pendant votre journal, 10 ans des décès de Papa Wemba. Eh bien, l'icône mérite une célébration de grande envergure. Le journal Info 27 écrit sur sa manchette, il y a 10 ans, mourait et Papa Wemba. Le portail renseigne que la perte d'une légende ne s'efface jamais complètement dans les mémoires des admirateurs. Ainsi, les figures emblématiques de la musique congolaise continuent de marquer les esprits bien après leur départ. Selon ce média, Papa Wemba incarne précisément cette immortalité artistique qui transcende les temps et touche d'ailleurs plusieurs générations. En effet, cette date du 24 avril 2026 marque un anniversaire douloureux dans le cœur des millions de Congolais. Des hommages unanimes renchérit ce journal. 10 ans après cet événement malheureux mobilise encore les admirateurs du chanteur légendaire. La douleur reste profonde et sans remède. La célébration de ces 10 ans ont également permis d'atténuer des vives tensions, Christian Kalonji, entre Redi Amissi, l'artiste musicien congolais, et Mama Amazon, la veuve de l'artiste. C'est ce que rapporte justement la presse en ligne art.cd Culture, qui précise qu'aujourd'hui ces rapprochements donc semblent donner raison à cette démarche. En scellant justement la paix, les deux parties envoient un signal fort, c'est lui de l'unité autour de la mémoire de Papa Wemba, une mémoire qui, au-delà des intérêts individuels, mérite donc d'être célébrée dans un esprit de partage et de reconnaissance. Et d'ailleurs, Christian Kalonji, le festival qui Vive Papa Wemba se tient ce vendredi à l'Académie des Beaux-Arts ici à Kinshasa, où d'ailleurs de nombreuses activités sont prévues. Il faut donc être présent ce soir. Ah, il faut être présent, vous y serez. Et bien sûr, Christian Kalonji, pour vivre ce moment. Merci de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Californie en San Francisco aux États-Unis grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.